bien bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dernière lecture et je vais être à jour de mes dernières lectures à la suite de cette vidéo. Donc c'est plutôt très agréable parce que ça fait un moment que je mouline pour rattraper tout ça. Le gros bilan de février a bien aidé, on va pas se mentir. Et puis j'ai eu du coup une petite baisse de régime par la suite, donc il y a plein de livres que j'ai fini sur des temps un petit peu plus longs, donc pareil, tout ça c'est un petit peu compensé. Donc je n'aurai plus de retard à la fin de cette vidéo pour les livres que j'ai lus et dont je dois vous parler. C'est très satisfaisant, mais bref, aujourd'hui c'est une petite sélection de fantasy en tout genre et quasiment que des one-shots et une fin de saga, donc c'est assez rare pour être souligné également. Et dans l'ensemble ça a été de bonnes, voire de très bonnes lectures et j'ai très hâte de vous présenter tout ça. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite. On va commencer par un livre que j'ai mis plus d'un mois à finir, ce qui est absolument ridicule, d'autant que quand je le lisais il me plaisait énormément. Je l'ai commencé dans une période en février où j'avais envie d'enchaîner pas mal de trucs et je l'ai pas suffisamment enchaîné dès le départ. Je l'ai lu vraiment de façon très morcelée initialement, ce qui n'a pas franchement aidé. C'était une pseudo lecture commune avec Juliette de la chaîne Livre et Sortilège qui l'a fini au moins 3 semaines avant moi, mais bref, c'est bien évidemment Sorcery of Thorn de Margaret Rogerson aux éditions Brajlon dans la collection Big Bang que j'ai dans le très joli hardback version grimoire qui est ma foi plutôt sympathique, en tout cas que j'ai trouvé très agréable à lire, mais globalement les formats Brajlon sont des formats que j'affectionne particulièrement. Ici c'est une romantasy qu'on ne présente plus parce qu'on l'a vu énormément passer, Nina Quill notamment en parle beaucoup et il me tentait depuis un moment. J'avais acheté cette édition il y a plusieurs mois et je n'avais pas encore réussi à le sortir de ma pile à lire. Il était également parmi les 12 livres recommandés par 12 amis à lire en 2023, donc je crois que c'est le premier de cette liste que je sors et on est en mars, donc je commence déjà à être à la bourre, c'est formidable. Toujours est-il que tous les indicateurs étaient au vert pour que je le sorte et j'avais énormément de motivation dans ma lecture et globalement j'ai passé un bon moment. Alors je sais que Juliette a eu des petites difficultés avec le côté très young adult, très YA de certaines choses, notamment par rapport au personnage principal féminin, mais personnellement ça m'a pas tant gêné que ça. Alors effectivement il est dit à certains moments qu'elle est un petit peu différente et c'est des petites choses qui vont s'expliquer par la suite, mais c'est pas quelque chose que j'ai noté de façon vraiment répétée et qui m'a dérangée dans ma lecture. J'ai vraiment beaucoup aimé l'univers où littéralement on commence dans une énorme bibliothèque avec des livres qui ont des personnalités propres et des pouvoirs un petit peu particuliers et avec lesquels cette héroïne va interagir, et ça c'est vraiment un aspect que j'ai trouvé extrêmement cool. On va suivre du coup le personnage de Elisabeth qui a grandi dans cette bibliothèque, qui est vouée à en devenir la gardienne. Elle s'est formée à ça toute sa vie et il va se passer des choses qui ne sont pas extrêmement sympathiques dans cette bibliothèque et on va soupçonner Elisabeth d'avoir quelque chose à faire avec et elle va devoir monter à la capitale pour défendre un petit peu son honneur, et c'est Thorn qui va être chargé de l'accompagner et il va se nouer gentiment une petite relation entre les deux, d'autant que quand ils arrivent à la capitale, les ennuis ne font que commencer et ça va finir par les rapprocher bien évidemment. J'ai personnellement bien apprécié le personnage de Thorn qui est un peu sassy, qui est un peu renfermé, mais qui d'un autre côté a une certaine forme d'humour un petit peu caustique et que j'ai trouvé pas forcément trop cliché. Donc pareil, j'étais plutôt agréablement surprise. J'ai bien aimé sa relation avec Elisabeth. C'est pas l'alchimie la plus parfaite qu'il m'ait été donné de lire, mais ça a fonctionné plutôt pas mal pour moi. Fait intéressant par ailleurs, le personnage de Thorn est écrit comme étant bisexuel et c'est des représentations qui sont encore une fois bien trop rares en fantasy, romantasy, etc. Donc à souligner. Également on a des représentations d'anxiété et de crise d'angoisse que j'ai trouvé plutôt pas mal fichus et qui sont aussi discutés de façon assez casual, assez tranquille par les personnages et pareil que j'ai trouvé très chouette, d'autant plus pour un roman qui est plutôt à destination des jeunes adultes. Je trouve que c'est toujours des messages qui sont importants à faire lire à ces âges-là où ça peut vraiment se manifester davantage. Donc pareil,
point positif à souligner à mon sens. J'ai également beaucoup apprécié le personnage de Silas, qui est l'espèce de démon majordome de Thorn, et avec lequel il a une dynamique qui m'a beaucoup fait penser à celle de Black Butler entre le comte Phantomville et le diable de majordome. Je trouvais que ça se ressemblait pas mal, et c'est pas pour me déplaire parce que c'est une série de mangas que j'affectionne particulièrement, et d'une manière générale j'ai trouvé le personnage de Silas et tout son passé et tout son concept très chouette, très intéressant, et c'est des choses que j'aurais presque aimé un peu plus développer à ce niveau-là. Il y a aussi toute une dimension intéressante sur la question des préjugés et des vieux principes et de la façon dont on peut être un petit peu formaté parfois dans certaines choses que j'ai trouvé intéressantes et plutôt bien traitées. Pareil, dans un récit young adulte, je trouve que c'est toujours des partis pris intéressants. Donc globalement voilà, j'ai mis 1 milliard d'années à peu près à le terminer, mais dans l'ensemble c'était une bonne lecture, j'ai passé un bon moment. Il y avait peut-être des petites longueurs, raison pour laquelle probablement je ne l'ai pas enchaîné aussi vite que je l'aurais souhaité, même si globalement le style est très fluide et se lit vite. Il y avait effectivement des petites choses un petit peu YA, un petit peu clichés, des personnages qui s'en sortent tout seuls contre le reste du monde et qui font des trucs des fois un petit peu trop faciles. Voilà, des résolutions qui sont pleines de panache, mais il manque un petit peu de suspense globalement. Mais c'était une bonne remontée ici, pas prise de tête, et encore une fois c'est tout ce que je lui demandais, donc je n'ai pas été déçue de cette lecture à ce niveau-là, et je lirai les autres romans de l'autrice qui sont de toute façon d'ores et déjà dans ma pile à lire avec grand plaisir. Après avoir sorti un des 12 livres que j'ai à lire pour 2023, j'ai fait une petite incursion dans les reliques de ma pile à lire et j'en ai exhumé Les Chaînes du Silence de Céline Chevet aux éditions du Chat Noir, et ça fait beaucoup de che, qui est un roman que j'ai dans ma pile à lire depuis Les Imaginales, probablement 2021, puisque je l'avais fait dédicacer à l'époque. D'ailleurs la dédicace est très chouette. J'adore quand les auteurs ont des petits tampons comme ça, je trouve que ça rajoute toujours un cachet assez cool. Et ici on est globalement dans une réinterprétation du mythe du vampire, et je n'en savais pas grand chose de plus avant de démarrer cette lecture. J'avais beaucoup aimé le premier livre que j'avais lu de Céline Chevet, La fille qui tressait les nuages, qui était très fantasmagorique dans un univers japonais assez onirique, très particulier, un peu horrifique même, où on savait pas trop où on allait mais où la fin était assez incroyable, et donc je partais relativement confiante parce que je savais que j'appréciais le style de l'autrice. Et alors ça n'a pas été une mauvaise lecture en soi parce que je l'ai lu très vite, et encore une fois j'apprécie énormément le style de l'autrice qui est très fluide, très poétique, avec plein de belles idées en termes de style. Mais c'est un livre qui m'a laissé un petit peu perplexe parce que globalement tout le long du récit je ne savais pas trop où on allait. On suit en fait une mise en abîme où on va avoir d'un côté un récit à la première personne du personnage de Nathanaël qui va raconter en gros sa rencontre avec des vampires et comment il en est venu à habiter avec eux et avoir une relation un petit peu particulière avec eux. Et de l'autre côté on va suivre un vampire et une enfant qui voyagent ensemble et qui sont dans une espèce de quête pour retrouver ce fameux Nathanaël, ou en tout cas son héritage, pour on sait pas trop quoi au départ. Et c'est ça qui est un petit peu perturbant à plusieurs moments, c'est que globalement les enjeux de l'histoire sont extrêmement flous jusqu'à quasiment la fin du bouquin, et même à la fin j'étais pas certaine d'avoir tout compris, et je ne suis toujours pas certaine d'avoir tout compris. Je pense qu'il y a énormément de métaphores et de choses sous-tendues dans le récit à côté desquelles je suis peut-être un petit peu passée, ce qui est assez dommage globalement. J'ai bien aimé cette réinterprétation du vampire qui est assez particulier, assez sombre. C'est pas la pire que j'ai pu lire, mais voilà, c'est pas des gentils vampires sympathiques qui brillent au soleil, on est assez loin, qui ont aussi une relation avec les humains un petit peu particulière, parfois symbiotique, parfois très ambivalente et parfois très hostile. Et j'ai apprécié la mise en abîme et notamment le point de vue de Nathanaël qui était plutôt intéressant et avec lequel je me suis bien identifiée. Et je pense que ce qui a pêché c'est plutôt l'autre partie de la narration, parce que le vampire étant un personnage extrêmement froid, j'ai pas franchement pu rentrer en empathie avec lui. Et pareil pour la petite fille qui l'accompagne, c'est un personnage qui finalement a peu d'accroche et qui m'a laissé assez froide globalement. Donc voilà, je suis un petit peu perturbée par cette lecture. Pareil, l'univers en soi avait des choses très intéressantes, mais ça restait assez brumeux, assez mystérieux, pas très défini. Et
je pense que c'est voulu dans l'ambiance du récit et c'est assez cohérent en soi. Et du coup il y avait plein de trucs qui me questionnaient en termes de cohérence et sur lesquels on n'avait pas forcément de réponse. Il y a des allusions à des pin-up, donc qui sont plutôt des figures de 1940, et je savais pas trop si on était dans un univers moyenâgeux parce qu'il n'y avait pas l'air d'avoir franchement de technologie, si on était dans de la fantasy, si on était dans du fantastique, si on était plus ou moins dans notre monde. Enfin, en termes de contexte, c'était un petit peu flou. Pareil en termes de mythologie à proprement parler sur le vampire. À un moment donné, on a un enfant vampire qui grandit extrêmement vite et on nous explique que c'est comme ça que ça se passe pour les vampires, mais on n'a pas plus d'explications que ça. Et moi j'aime bien tous ces aspects mythologie, donc j'aurais aimé en avoir un petit peu plus pour comprendre davantage tout ça. Donc voilà, globalement, je ne sais pas trop quoi penser de ce livre. Il y a des choses que j'ai beaucoup appréciées. Je l'ai lu très vite. C'était pas une lecture désagréable et je l'ai continué parce que j'avais envie de comprendre un petit peu le truc, mais à la fin j'ai pas tout compris et c'est un petit peu dommage. Pareil, il y a une discussion intéressante à un moment donné sur le fait que nommer les choses, donner un nom à une personne, ça le circonscrit et ça le fige, et j'ai trouvé que c'était plutôt philosophiquement parlant assez intéressant. Il y a aussi des grandes figures de bêtes qui font un peu penser à des influences à la Miyazaki dans Princesse Mononoke et des choses comme ça. Plein de choses qui indépendamment sont très cool, mais un ensemble qui pêche un peu dans la cohérence et dans le fil conducteur, je pense, à mon sens, pour que ce soit vraiment une très bonne lecture. Ensuite, à partir de là, j'ai été plutôt très bonne pour lire des livres que j'avais achetés tout récemment, et j'ai commencé avec un achat de tout début février que je me suis procuré au festival Yggdrasil, puisque c'était l'occasion de revoir la maison d'édition Les Trois Nornes et de prendre Nous regrettons la mort de Arnaud Cazel, qui m'avait fait très envie la dernière fois que j'avais croisé cette maison d'édition en festival. J'ai toujours dans ma pile à lire le premier livre que je m'étais procuré à cette occasion, mais celui-là était tout petit et j'avais bon espoir de réussir à lire pour le défi lecture de février que m'a posé Lucie. Je vous remettrai dans le vlog que j'ai fait à ce sujet. Je l'avais commencé à cette occasion, mais je n'ai pas eu le temps de le finir, même s'il est assez court. Donc je vous en reparle un petit peu plus précisément maintenant. Toujours est-il que, alors pareil, je savais pas trop de quoi il était question en me plongeant dedans, et voilà, c'est sans grande surprise. Vous savez que c'est comme ça que je préfère découvrir mes lectures. Je savais juste qu'on était dans un univers de fantasy où la mort avait disparu, qu'il y avait des espèces de rites funéraires entre guillemets pour quand même à minima se débarrasser de ces espèces de non-morts, et qu'une jeune femme revenait dans sa terre natale pour assister au rite funéraire de sa mère et pour une espèce de mission de chasse aux sorcières. Voilà, c'est tout ce que j'en connaissais, et je me suis lancée dans cette lecture pleine d'enthousiasme parce que ça m'intriguait énormément et parce que j'avais eu un excellent retour d'une amie qui l'avait lu juste avant moi. Et alors d'une part c'est le premier livre des éditions Les Trois Nornes que je lisais, et la pagination est un petit peu dense. Voilà, si vous voulez des petits aperçus des pages, c'est pas le plus grand livre en termes de format, mais les pages sont assez denses, et du coup initialement ma lecture a un petit peu peiné, je dirais jusqu'au premier tiers du récit, le temps de rentrer un petit peu dans l'univers, dans l'histoire, dans la plume d'Arnaud Cazel qui est pas désagréable du tout, mais qui parfois est encore une fois assez dense, et je pense accentuée par cette pagination, alors que je comprends vu les pénuries de papier et le fait que ce soit une maison d'édition indépendante, il n'y a pas de souci avec ça, mais du coup ma lecture en a été un petit peu impactée initialement, d'autant que voilà, le premier tiers c'est la mise en place, c'est un petit peu plus lent, et du coup j'étais un petit peu moins accrochée. Ça s'est rapidement amélioré dans la suite parce que l'action démarre davantage, et là ça s'enchaîne beaucoup mieux à mon sens. Toujours est-il que on va être dans un univers celte écossais, en tout cas avec des inspirations, puisque on retrouve des personnages qui portent des kilts, on a ces notions de clan, on a cet état insulaire qui est dirigé par un pape empereur avec toute une inquisition et toute une structure religieuse qui gravite autour et qui régit gentiment la vie de tout le monde depuis la disparition de la mort, parce que la religion leur fait miroiter que s'ils filent droit, qu'ils font pénitence et qu'ils sont de gentils petits soldats, et bien la mort va peut-être revenir, sait-on jamais. Il y a aussi effectivement cette question de la sorcellerie, et que j'ai trouvé extrêmement intéressante dans la façon dont c'était traité, puisque globalement les sorcières sont des femmes
quasiment exclusivement je crois, sinon il y a des druides, mais et voir être toujours ces clans dans les maladies, dans les accouchements, dans un certain nombre de choses, et qui se trouvent parfois à être plus ou moins gentils, mais finalement comme tout un chacun, et c'est pas propre aux sorcières, sauf que elles sont bien évidemment chassées sans distinction par cette inquisition et utilisées pour faire fonctionner un certain nombre de machines plus ou moins magiques. On fait du recyclage de sorcières, et il y a toute une question du coup que j'ai trouvé assez intéressante sur le fait que on blâme les sorcières pour absolument tout ce qui se passe de néfaste, et notamment la disparition de la mort, alors à tort ou à raison, mais d'un autre côté on ne se fait pas prier pour les utiliser à des fins plus ou moins sympathiques également. Donc c'est cette ambivalence, c'est ce manque d'honnêteté de cette religion que j'ai trouvé très très intéressante et très très bien traitée et très très bien mis en place par l'auteur, d'autant qu'on va suivre un personnage principal qui a été vraiment embrigadé par cette doctrine, qui y croit dur comme fer et qui va progressivement voir certaines choses différemment. C'est ça qui est intéressant et que j'ai trouvé très très bien fichu, parce qu'on voit bien son évolution et comment elle en vient à reconsidérer certaines choses. Et voilà, du point de vue religieux, c'était plutôt très très chouette. En termes de world building, ça va surtout consister en des passages de livres ou de lettres qui sont soit au début des chapitres, soit parfois entre deux parties d'un même chapitre, et c'est un procédé alors qui est pas d'une fluidité incroyable, mais que personnellement j'apprécie beaucoup parce que je trouve que ça rajoute toujours un petit peu de profondeur à l'univers, parce qu'on voit des choses qu'on ne verrait pas forcément si on ne suivait que les personnages principaux auxquels on s'attache. C'était pas désagréable du tout, et ça permet vraiment d'avoir un univers assez étoffé, et à travers par exemple les échanges de lettres, de faire intervenir des personnages que sinon on voit assez peu finalement. Il y a un certain nombre de plot twists qui étaient surprenants mais intéressants et bien fichus. L'impression de lenteur que j'ai ressentie initialement a plus ou moins persisté tout le long du récit, mais comme je le disais, j'étais un petit peu plus rentrée dedans à partir du premier tiers, donc ça a été un petit peu moins un frein à la lecture. Il y a quand même des passages qui sont un petit peu complexes, notamment en termes de politique, parce que encore une fois, ne serait-ce que dans ces échanges de lettres, des fois il y a pas mal de noms et de choses qui se mélangent, et faut rester un petit peu concentré. C'est pas une lecture légère en soi. Le système de magie est également plutôt cool. Alors c'est plutôt un soft magic system que un hard magic system, donc il n'y a pas énormément de règles très très précises, mais j'ai bien apprécié la façon dont il se mettait en place et dont il était expliqué globalement, même si pas mal de choses restent du coup dans le flou, et je l'ai trouvé cohérent avec l'univers. Voilà, toujours ce côté un petit peu celte, je trouvais que ça fonctionnait très très bien. Je suis plutôt contente finalement de ne pas l'avoir fini dans le cadre du défi lecture de Lucie, parce que arrivé peut-être au deuxième tiers, en tout cas après la première moitié, se dessine une petite histoire d'amour romantique, donc qui le fait complètement sortir de la consigne que m'avait posée Lucie, donc finalement c'était pas plus mal. Globalement je pense que c'était pas la lecture à laquelle je m'attendais, je pense que je m'attendais à un truc un petit peu plus léger et facile à lire entre guillemets, même si comme je le disais, une fois que j'étais partie et que je m'étais habituée à pas mal de choses, ça s'est plutôt bien lu. Vu la taille du livre, je pensais le finir plus vite et je ne m'attendais pas forcément à cet abord là de certains thèmes. Cela étant dit, je l'ai trouvé intéressant, je l'ai trouvé bien fichu, bien écrit, original par pas mal d'aspects, et globalement ça a été une bonne lecture, donc s'il vous intrigue, je ne peux que vous le recommander. Est-ce que vous me croyez si je vous dis que j'ai terminé une saga que je venais juste de commencer, puisque fin février, début mars, j'ai lu le deuxième tome de Fable, donc La mer sans nom de Adrienne Young, aux éditions Rajo. Je vous ai présenté le premier tome dans mon bilan du mois de février, et je vous avais dit, je crois, que j'étais en train de lire le deuxième, parce que c'est une série que j'ai commencé en lecture commune avec le book club des 6 cadrans, et que globalement une grande majorité des personnes qui ont participé à la lecture ont bien accroché, et qu'on a décidé de s'enchaîner les deux livres, puisque c'est une duologie qui était finie donc fin février au moment de la parution de ce deuxième tome, et que c'était l'occasion de commencer et de finir une série d'un seul élan. On ne va pas cracher dessus vu le nombre de séries que j'ai en cours, n'est-ce pas? Et globalement c'était, comme le premier tome, une très bonne lecture. Je ne vais pas vous parler en profondeur de ce deuxième tome puisque ce serait extrêmement spoilant pour le premier, mais si vous n'avez pas vu mon avis du précédent volume,
On est ici dans une romantasy young adult, dans un univers de piraterie avec vraiment une place très très importante de la mer, de la navigation, de la plongée sous-marine également, et je pense que c'est la première fois que je lis un livre où c'est aussi présent et aussi bien décrit. Vraiment, il y a des descriptions de paysages sous-marins qui sont extrêmement immersive et très très agréable du coup. Et on va suivre donc le personnage de Fable qui au début de l'histoire est sur un récif peu hospitalier. Elle a été laissée là et elle doit se débrouiller pour retourner à la civilisation si on veut, et elle va faire la connaissance d'un capitaine fringant qui s'appelle West, avec qui bien évidemment elle va tisser une relation qui n'est pas sans ambiguïté. Et voilà, j'avais beaucoup aimé le premier tome, j'ai beaucoup aimé ce deuxième tome. Le premier finissait sur un petit cliffhanger, plot twist qui n'était pas sans donner extrêmement envie de lire la suite. C'était plutôt une bonne idée de continuer dans la foulée, et du coup on recommence ce deuxième tome dès la fin du premier et dans toutes les conséquences que ce fameux cliffhanger va avoir. Et c'était bien fichu, j'ai apprécié les évolutions d'un certain nombre de choses, et notamment des relations, que ce soit entre Fable et West et entre Fable et d'autres personnages que je ne nommerai pas pour des questions de spoil, mais globalement je trouve que le personnage de Fable est plutôt très cool à suivre, et pareil a une évolution assez intéressante dans finalement peu de pages, puisque les deux tomes doivent faire un peu moins de 400 pages à chaque fois. Donc voilà, c'est une petite série de romantasy mais qui se lit extrêmement vite, qui est très très addictive, pleine d'action et de rebondissements. Globalement on ne s'ennuie pas. Alors j'ai trouvé peut-être le début de ce deuxième tome un petit peu lent, mais c'est cohérent en fait avec la fin et avec ce qui se passe, et le fait que certains points d'intérêt aient un petit peu changé dans ce début, et que voilà, il y a pas mal de choses qui doivent se remettre en place en conséquence. Donc c'était un petit peu plus lent, mais c'était logique en soi. Et par contre il y a un certain nombre de révélations auxquelles je ne m'attendais pas, et qui étaient du coup évidemment assez surprenante, mais néanmoins intéressante, et qui avait des conséquences également très intéressantes ensuite. Et encore une fois, l'ambiance est vraiment extrêmement cool, et si vous cherchez un univers de piraterie, je sais que c'est un petit peu la mode en ce moment, mais je pense que c'est un des meilleurs qu'il m'ait été donné de lire en termes d'immersion, et encore une fois pour cet aspect plongé que je trouve assez innovant. Donc globalement c'était une bonne duologie de romantasy young adult, et je suis extrêmement contente de l'avoir lu aussi vite. Je remercie Kim du compte Instagram Everbooky qui gère le book club Les 6 Cadrans pour m'avoir motivée à la lire aussi vite, parce que c'est très agréable. J'espère refaire des lectures communes avec vous un de ces quatre. Et en tout cas, si la duologie vous tente, elle est désormais finie et elle s'enchaîne très vite, donc vous pouvez vous laisser tenter sans problème. Et le dernier livre de cette vidéo, je l'ai fini hier soir, donc vraiment je suis extrêmement à jour de mes dernières lectures. Ça aurait pu également être une histoire de bateau, mais on va plutôt s'attacher aux gens qui restent sur la terre ferme dans cette odyssée, puisque j'ai lu l'Odyssée de Pénélope de Margaret Atwood aux éditions Robert Laffont, Pavillon de poche. C'est un livre que je ne vous ai même pas encore présenté en achat livresque, si je ne dis pas de bêtises, puisque j'ai dû me le procurer début mars. Donc je lis des livres juste après leur achat, c'est extrêmement cool, n'est-ce pas? Et c'est un livre qui me faisait de l'œil depuis que j'ai pris son existence. J'avais dû fureter à un moment donné sur Booknode dans ma recherche désespérée et perpétuelle de réécriture mythologique, parce que c'est un petit peu ma came, n'est-ce pas? D'ailleurs, si vous avez des recommandations à me faire en ce sens, n'hésitez pas. Et j'étais tombée là-dessus, Margaret Atwood, je l'ai beaucoup aimé dans La Servante écarlate et Les Testaments, que j'ai écouté en livre audio il y a quelques années maintenant. J'avais préféré La Servante écarlate, mais j'avais bien aimé Les Testaments, et quand j'ai vu qu'elle s'était attaquée à une réécriture de l'Odyssée, en plus du personnage de Pénélope, comment vous dire que mon intérêt était extrêmement piqué. Et là je suis repassée à la Talente, je l'ai vu dans les rayons, je me suis dit qu'il était quand même tout petit et qu'il allait se lire très vite, donc je l'ai pris. Et je ne regrette absolument pas mon achat, parce que cette lecture était absolument formidable. Bon, déjà, je t'ai relativement vendu d'avance sur la réécriture de la mythologie. En plus,
comme je le disais, de ce personnage de Pénélope que j'affectionne particulièrement, mais revu et corrigé par Margaret Atwood avec un côté extrêmement caustique. Je pense que je n'ai jamais lu Pénélope aussi sarcastique, aussi noire, aussi désabusée. Alors c'est intéressant parce que c'est un livre qui est très ambivalent, très plein de nuances. Le personnage de Pénélope typiquement a, comme je le disais, des côtés extrêmement désabusés, mais par d'autres aspects, elle reste très très naïve et c'est la narratrice de ce récit, en tout cas c'est l'une des narratrices de ce récit, et c'est une narratrice qui n'est pas franchement extrêmement fiable à plusieurs moments. Globalement, donc, on va suivre la vie de Pénélope de sa naissance jusqu'à sa mort, qui nous est racontée par Pénélope elle-même, mais dans un futur assez lointain puisqu'elle est en Hadès, dans les enfers, et qu'elle revient sur sa vie, donc avec ce recul très caustique, et qui a conscience de notre modernité puisqu'elle fait référence à des choses contemporaines, ce qui perpétue le décalage de ce livre également. Il y a aussi pas mal de ruptures du quatrième mur du coup, avec ce personnage qui va s'adresser directement à nous et qui rend les choses d'autant plus immersives à mon sens. Et d'un autre côté, on va suivre les 12 servantes de Pénélope qui sont un petit peu les grandes oubliées de l'Odyssée et qui globalement ont été massacrées par Télémaque sous les ordres d'Ulysse quand ce dernier est rentré de son grand voyage de 20 ans et qu'il s'est mis à faire la justice sous son toit en tuant les prétendants et les femmes qui ne lui étaient pas restées fidèles, c'est-à-dire qui s'étaient données, plutôt s'était fait violer par les 10 prétendants. Et du coup il va être question de Pénélope et de sa relation avec Ulysse, de ce qui s'est passé pour elle quand il était parti et qu'elle l'attendait, et de ses servantes et du rôle qu'elles ont joué dans les intrigues de Pénélope et de la symbolique finalement de leur massacre. Et c'était, comme je disais, absolument génial. Encore une fois, la plume de Margaret Atwood est incroyable et sarcastique juste comme il faut, travaillé juste comme il faut. Le point de vue des 12 servantes est globalement mis sous la forme de chants ou de poèmes ou de pièces de théâtre ou de, voilà, de choses qui rompent un petit peu avec la narration plus classique de Pénélope et qui sont extrêmement cool. Alors encore une fois, ça crée un autre décalage dans ce livre, mais c'est vraiment, je pense, le roman des décalages. Dans moins de 200 pages, il se passe énormément de choses en termes de style et de récit et de réflexion, et c'est absolument passionnant. Les chapitres sont assez courts mais incisifs et encore une fois servis avec un humour noir qui est formidable. D'ailleurs j'ai appris que Pénélope était l'enfant d'une naïade, voilà, si vous ne le saviez pas, moi non plus, et encore une fois c'est des personnages qui globalement ne sont pas extrêmement développés dans notre chère mythologie grecque, extrêmement centrée sur les personnages masculins. Vous l'aurez compris, c'est un roman qui est éminemment féministe par plein d'aspects et qui tourne du coup en ridicule un certain nombre de récits mythologiques pour ce qu'ils sont, des magouilles divines, encore une fois très sexistes, et des comportements des dieux et des comportements des héros grecs. Il y a toute une question de la véracité des récits d'Ulysse où on dit que peut-être en fait le cyclope qu'il a éborgné c'était juste un aubergiste borgne chez qui il n'a pas payé la note, enfin ce genre de choses qui encore une fois entraînent un formidable décalage je trouve. On se rend compte également que Pénélope est au moins aussi rusée que Ulysse, même si elle n'est pas du tout présentée comme telle dans la mythologie, et encore une fois c'est juste formidable, mais c'est un personnage extrêmement intelligent et qui est très plaisant à suivre malgré une certaine ambivalence et encore une fois une certaine forme de non-fiabilité dans sa narration. Il y a des petites pépites de citations que vraiment j'ai absolument adoré. Une de mes préférées c'est « Il est toujours imprudent de s'interposer entre un homme et l'idée qu'il se fait de son intelligence ». Voilà, à méditer. Il y a également toute une réflexion à la fin du récit sur un aspect plus anthropologique et de symbolique du coup, comme je le disais, du massacre des 12 servantes par Télémaque, où il y a un parallèle qui est fait avec le culte de la déesse mère qui était présent en Grèce avant l'imposition des dieux olympiens tout simplement, et du coup une espèce de métaphore de ce culte
dans la personne de Pénélope et de ses servantes, qui est écrasée par Ulysse et une forme de société patriarcale à ce niveau-là, que j'ai trouvé assez intéressant en termes de point de vue et qui est rediscuté également dans la préface que je vous conseille vivement de lire après le bouquin, parce que je l'avais commencé et en fait à un moment donné ça commence un petit peu à spoiler, je trouve, et j'y suis revenue du coup après avoir fini le livre et je l'ai trouvé d'autant plus intéressante à ce moment-là parce qu'elle rediscute et remet en avant certains aspects et que c'est un peu plus un travail d'analyse à ce moment-là. Donc voilà, à mon sens c'est vraiment quelque chose à lire plutôt après avoir découvert le récit en tant que tel. Mais pareil, dans la préface il y a des petites pépites, notamment le fait que Ulysse ne se prenne pas pour la queue d'une poire, une expression que je n'avais jamais entendue mais que je compte bien réutiliser à l'envi. Et voilà, globalement c'est un récit qui m'a absolument passionnée, que j'ai trouvé intelligent, intéressant, extrêmement pédagogue sur plein d'aspects mythologiques, féministes et plein d'autres choses, et dans sa réalisation extrêmement bien fait, puisque même si on a tendance un petit peu à être du côté de Pénélope puisque c'est globalement le personnage principal, c'est un récit qui n'est pas manichéen et qui ne lui fait pas non plus trop de cadeaux en ce sens-là. Donc voilà, même si c'est un personnage qu'on apprécie, il y a des petits côtés où on se dit que peut-être elle n'était pas si blanche que ça non plus dans l'histoire, et c'est encore une fois une balance que j'ai trouvée extrêmement intéressante et intelligente. Donc vous l'aurez compris, je vous recommande extrêmement chaudement ce livre si vous êtes intéressé par la mythologie, si vous aimez les récits féministes, si vous aimez les réécritures, si vous avez aimé le précédent roman de Margaret Atwood, ou juste si vous avez envie d'une petite lecture où finalement il se passe plein de choses et qui permet de réfléchir sur un certain nombre de sujets. C'était vraiment une excellente lecture. Et voilà, c'en est tout pour mes dernière lecture. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout si vous êtes encore là. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si certains des livres que j'ai présentés vous tentent, si vous en avez déjà lu certains, si vous avez d'autres recommandations à me faire dans les genres que je vous ai présentés. Je vous remercie comme d'habitude pour tous vos messages, tous vos retours, tous les échanges qu'on peut avoir globalement. C'est toujours un plaisir. Je vous souhaite comme d'habitude d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.